je vais mettre le climat en début. Parler de l'association climatologique de l'Hérault. Elle existe depuis 1969, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Elle est basée à la Maison de l'Environnement en Prades. Il y a 80 stations climatiques qui sont sur le département. On travaille avec Météo France, bien sûr, le département, l'Adréal et les chambres d'agriculture. Depuis plus d'un siècle, on a modifié tellement de choses dans notre développement, que ce soit au niveau industriel, au niveau pétrochimique, dans l'agriculture, au niveau bien sûr de l'artificialisation des sols, du mode de mécanisation de l'agriculture, que finalement on est aujourd'hui devant un constat de réalité. C'est-à-dire que la croissance et les modes de production ou de consommation sont des facteurs véritablement du dérèglement climatique. Il y a la croissance démographique, bien sûr, il y a l'urbanisme galopant, la pétrochimie, je vous l'ai dit, et tout ça entraîne un appauvrissement de la terre, des gaz à effet de serre, moins de couverture végétale, des terres cultivées en perte de qualité productive et une augmentation de la température. Le problème qualitatif et quantitatif de l'eau et de la biodiversité. Vous voyez que beaucoup de choses sont touchées par tous ces impacts. Donc, selon l'Agence océanique et atmosphérique américaine, les années les plus chaudes depuis 1880 sont les 16 dernières années sur la planète. Avril 2016 a été le mois le plus chaud jamais enregistré et il s'agissait du 12e mois consécutif de record de chaleur. On avait alors 20 degrés de plus que la normale en Arctique. Pour l'instant, 2016 est l'année la plus chaude depuis que le relevé existe, c'est-à-dire depuis 137 ans, mais il est vraisemblable que 2017 batte encore ce record. Les gaz à effet de serre, eux, vous le savez, ils sont issus de nos modes de vie. Donc j'ai aussi une image sur les gaz à effet de serre. Donc normalement, c'est un phénomène naturel qui permet la vie sur Terre, mais ces gaz à effet de serre forment une barrière autour de la surface du globe qui permet de retenir la chaleur du Soleil. Mais parallèlement au réchauffement moyen naturel de la basse atmosphère, eh bien, l'activité humaine a généré des gaz à effet de serre supplémentaires, et c'est cela qui nous pose le problème. Donc ça fait une forme d'effet de loupe qui augmente la température. Le gaz principal concerné, entre autres, il y en a d'autres, mais le plus important, à 60%, c'est le gaz carbonique. Quels sont les effets de ces températures globalement sur la planète? À 37 degrés, on est en équilibre. À 39, on a la fièvre, et à 2 degrés de plus, le pronostic vital est engagé. Donc moi, je vous le dis aujourd'hui, nous sommes dans une urgence, pour l'Europe en particulier, et pour le sud de la France. C'est la tropicalisation qui sera l'effet principal, dans le sud. On pense que d'ici 2085, selon les modèles, il y aura 3 fois plus de jours d'été, 6 à 8 fois plus de vagues de chaleur, c'est-à-dire plus de 5 degrés par rapport à la normale, et plus de 5 jours. Il y aura 2 fois plus de nuits tropicales, des nuits à plus de 20 degrés, et 20 à 30% de pluie en moins. Augmentation du niveau de la mer, et là aussi on a commencé à avoir des cartes qui commencent à nous poser des questions. Ce matin, vous avez vu dans le journal que la région prévoit un grand plan concernant la zone littorale. Soit il y aura diminution des précipitations, des débits des fleuves et un stress hydrique, soit une augmentation des épisodes de fortes pluies et de crues. Donc l'eau est le principal vecteur par lequel les sociétés et les écosystèmes sont impactés. Elle est au cœur des enjeux et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Les abeilles sont en perte elles sont décimées à 30 et 40%, les abeilles domestiques, en particulier Apis mellifera, qui est plutôt européenne. Ça équivaut à 350 000 ruches par an et plus de 9 milliards d'abeilles. Cette pénurie est une réelle menace pour la production et les rendements agricoles. On est passé en France de 32 milliers de tonnes en 1995 de miel à 10 milliers de tonnes en 2014. Donc, il faut savoir que l'abeille pollinise 70% des espèces de plantes à fleurs, conditionne 35% de la quantité de notre alimentation et 65% de sa diversité. Pour l'Hérault, on est un peu au même niveau que la planète, c'est-à-dire qu'on est quand même bien marqué par le réchauffement. Depuis 1970, on a augmenté d'1 degré sur l'Hérault, déjà, alors qu'on dit qu'au niveau de la planète, il ne pourrait pas atteindre plus de 2 degrés d'ici 2085. Il arrive d'avoir plus de 3 degrés en moyenne en décembre. Il y a des textes de loi qui sont en train de changer les choses en termes d'agriculture et de ville.
que le changement est en route de toute façon, il est important que l'agriculture urbaine participe à l'adaptation au changement climatique. Et je ne me contente pas de dire l'agriculture périurbaine, je dis l'agriculture urbaine. Au niveau de l'Europe, il y a quand même des mesures agro-environnementales et climatiques qui ont été mises en place, les MAEC. Ça se décline dans les régions par les CRAEC et dans le département par les PAEC. Pour vous dire que c'est les projets agro-environnementaux et climat, voilà. Et pour vous dire, je vous ai amené les chiffres, presque 6 millions d'euros et un peu plus de 6 millions d'euros distribués par le département pour des mesures de projets agro-environnementaux et climatiques en 2016. Donc ne pas penser qu'on ne fait rien. Les politiques doivent avoir cette action et cette réflexion sur la question de l'agro-environnement, des cultures nourricières, surtout le département, de la réorganisation de la structure aussi du département qui est à la fois particulière par sa viticulture, mais en même temps particulière aussi par le fait que 80% de la population se trouve sur les zones littorales. Donc, je vais vous parler de choses assez générales en fait, mais je voulais juste vous faire partager quelques réflexions sur l'agriculture et sur l'avenir de l'agriculture, de très très loin, un peu conceptuelles, mais qui, j'espère, aideront un peu le collectif aussi à se faire quelques idées. Donc on va partir assez large, en fait, le panorama très général, pour voir un peu les quelques aberrations et quelques idées reçues qu'il faut bousculer sur l'image qu'on va avoir de l'agriculture. Dans le monde de l'agriculture, c'est 570 millions d'exploitations agricoles, hein, ce qui représente 1,3 milliard d'actifs, et encore 40% de la population active mondiale. C'est de loin toujours l'agriculture, le secteur le plus employeur à l'échelle de l'humanité. Alors bien sûr, cette population elle est excessivement mal répartie, et ça fait partie aussi des déséquilibres de notre planète. Hein. 78% des actifs agricoles sont en Asie, 15% en Afrique et seulement 1% en Europe aujourd'hui. On connaît aujourd'hui des écarts de productivité qui sont énormes et qui, de mon point de vue, sont insoutenables, en particulier des écarts de productivité du travail. Il y a un gros tiers des agriculteurs, qui sont principalement en Afrique, à l'échelle du monde, cultivent exclusivement en manuel. Ils n'ont pas de machine et sont exclusivement en manuel. Un plus petit tiers sont toujours en culture manuelle, mais eux sont principalement en Asie et eux ont bénéficié de semences améliorées et d'augmentation de leur capacité d'accès aux engrais minéraux, ce qu'on appelait la révolution verte. Et par unité de travail, ce tiers produit déjà 10 fois plus en volume que le premier tiers. On a ensuite un autre petit tiers qui est toujours plutôt en Asie et qui lui combine culture attelée et révolution verte. Et par unité de travail, ce tiers-là produit 50 fois plus que le tiers précédent, 5 fois plus que le tiers précédent et 50 fois plus que le tiers des tout manuels. Et enfin, c'est de ce dont on va parler après en France, hein, les 2% restants, qui sont principalement en Europe et en Amérique du Nord, et quelque part en Amérique latine aussi, eux sont motorisés, irriguent, utilisent des semences améliorées, aujourd'hui des OGM, et des intrants minéraux. Et leur productivité de travail, elle peut aller jusqu'à 1000 fois celle du tiers tout manuel. À cause de ces écarts, il est sûrement intéressant de s'intéresser à l'agriculture d'un point de vue global et à interroger ce qui se passe chez nous à l'aune de cette vision générale. Alors la situation française et plus généralement la situation européenne, c'est pas un scoop, hein, c'est des choses que la plupart d'entre vous connaissent. L'agriculture française est le résultat d'une révolution agricole qui s'est étalée dans le temps, mais qui s'est très largement accélérée à partir de la moitié du XXe siècle, et que l'on considère aujourd'hui comme la voie classique de développement de nos pays industrialisés. C'est-à-dire que c'est le grand objectif des politiques de développement et des stratégies de développement que de basculer d'une économie d'abord primaire vers une économie secondaire et ensuite vers une économie tertiaire. C'est ça le chemin de développement, et de vider les campagnes en fait pour que la main-d'œuvre soit disposée dans d'autres secteurs. Au fur et à mesure que la richesse augmente, le nombre d'agriculteurs dans la population active diminue et la production agricole diminue aussi. On va vers quoi du coup si on suit ce phénomène-là? On voit bien que la logique c'est ça, c'est sortir les gens de l'agriculture pour leur faire autre chose, et en France on est maintenant à moins de 2% de la population active agricole. Si on pousse la logique jusqu'au bout, il y a un auteur, un économiste américain, c'est célèbre, qui s'appelle Peter Timmer, qui a écrit un livre qui s'appelle Un monde sans agriculteurs, et effectivement on peut imaginer qu'en tirant encore, on peut descendre plus loin et imaginer une production agricole qui n'obéisse qu'à une logique
industriels avec des ingénieurs dans des immeubles qui produisent des produits agricoles, et c'est tout à fait envisageable et envisagé par une partie des prospectivistes dans le monde agricole. Voilà. Et de fait, en France, ces dernières années, on note bien que ça se continue, ça accélère, la diminution du nombre d'agriculteurs diminue et la concentration des moyens aux mains de moins d'agriculteurs se poursuit. À partir de 88 jusqu'à 2013, la diminution constante du nombre d'agricultures. Alors par contre, si on regarde un peu plus le phénomène, on voit en plus que les grandes exploitations agricoles maintenant ne diminuent plus. Depuis 5-6 ans, le nombre de grandes exploitations, voire réaugmente. Donc on est bien dans une histoire de concentration, l'histoire d'un monde sans agriculteurs, et ces grandes exploitations deviendraient à terme des industries. Donc on est bien dans cette tendance lourde, en fait, de poursuivre les économies d'échelle et de concentrer les moyens de la production. Et dans cette perspective-là, l'agriculture urbaine n'est pas privilégiée. Et si les terres sont mieux valorisées par de la construction, par de l'habitation, par des supermarchés, eh ben on le fait et on va chercher à artificialiser et à doper, artificialiser encore les terres qui seront les moins fertiles, mais qui pourront, c'est là où on pourra avoir les produits. Alors, est-ce que cette tendance-là est irréversible? Et c'est là où j'aimerais poser quelques questions. Certains signes, quand même, laissent à penser qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a quand même des points de réversibilité par rapport à cette situation-là. Alors, d'abord, l'histoire du monde nous montre que les trajectoires dans d'autres pays du monde sont différentes, que les trajectoires asiatiques en particulier montrent que des formes agricoles plus intensives en travail, dans des voies différentes, sont possibles et qu'il n'y a pas de convergence totale à l'échelle mondiale et que des modèles, finalement, apparaissent qui sont tenus aux histoires nationales, aux volontés politiques de certains gouvernants et aussi au contexte spécifique de certains des pays. Ça a été bien documenté. Ensuite, et là la présentation précédente l'exprime très bien, on arrive quand même on voit maintenant quelques limites de cette révolution agricole, des limites environnementales fortes, qui ont été très largement démontrées, des pollutions avérées, des risques croissants sur les ressources en eau, sur les sols, etc., etc. On note aussi d'un point de vue économique des blocages à ce modèle. On connaît tous la question du surendettement très inégal, mais quand même généralisé du monde agricole. Et on voit aussi que ce surendettement, il ne se traduit pas forcément par une sortie, par une substitution complètement des exploitations familiaux par des firmes, en fait. Ce basculement-là qu'on attendait, il existe en partie, mais il n'est pas si rapide que ça. Et finalement, le caractère familial des exploitations agricoles continue à survivre, ce qui pourrait être une notion d'espoir. Et puis, autre point de réversibilité, c'est que la perception sociétale évolue de plus en plus sur les formes d'agriculture et qu'on a une contestation quand même généralisée de ce qui est en train de se passer, du rapport à l'alimentation, et on le sait tous, on a un débat citoyen de plus en plus fort pour ne pas simplement traiter les effets négatifs d'une production agricole de plus en plus industrielle, mais pour repenser un nouveau contrat social, en fait, pour l'agriculture d'aujourd'hui. Les formes d'exploitation qui subissent le plus la baisse, en fait, sont donc la viticulture, désolé, mais aussi la polyculture, les bovins viandes, les bovins laits, donc très spécialisés, et porcins, volailles. On voit par contre que les exploitations en bovins mix sur des formes plus en circuit court, plus avec transformation à la ferme, etc., voient leur nombre augmenter. On voit aussi que les petites structures en maraîchage et en horticulture, même si elles ne représentent pas un nombre très important, elles se stabilisent. Et on voit donc réémerger, et ça encore c'est les statistiques officielles nationales, on sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'installent et qui ne sont pas visibles dans les statistiques. On voit aussi une augmentation de plus en plus sensible des installations qu'on dit hors cadre, donc des gens qui ne viennent pas d'agriculture, qui s'installent de l'extérieur, alors des gens qui s'installent aussi hors formation agricole, et qui amènent du coup du sang neuf et des formes nouvelles. Alors c'est un phénomène que certains auteurs, notamment un auteur hollandais qui s'appelle Jan van der Ploeg, qui a écrit des choses très intéressantes sur la repaysanisation des sociétés européennes. Alors, c'est un phénomène qui est encore assez, encore une fois, c'est des signes faibles, mais ça semble une hypothèse de plus en plus crédible, sachant qu'on est quand même dans un contexte aujourd'hui de chômage structurellement élevé, et qu'on admet quand même qu'on va être sur des perspectives de croissance à l'échelle mondiale qui vont être de plus en plus faibles. Donc ces perspectives de repaysanisation, soit de façon défensive, où les gens vont pouvoir avoir un recours dans l'agriculture, dans la défense, soit de façon plus offensive,
encore une fois, dans la renégociation d'un contrat social pour l'agriculture, sont pas forcément si illusoires que ça. L'accès aux terres agricoles, et aux terres agricoles notamment près des villes ou dans les villes, je suis d'accord aussi que l'agriculture urbaine est souvent oubliée, ça fait partie de ces choses-là. On sait que quand on construit sur une terre, elle est perdue pour l'agriculture, elle est perdue quasiment pour toujours, et du coup les perspectives qu'on n'avait pas imaginées aujourd'hui de repaysanisation ou d'autres formes sont perdues. Donc l'idée c'est peut-être de laisser ouvrir, geler les terres, alors même sans savoir exactement ce qui va se passer, mais en tout cas de se priver, de pas se priver d'opportunités nouvelles et de cette réalisation de la repaysanisation qui pourrait se faire. Voilà, que la recherche, elle s'inscrit dans cette action avec des citoyens, avec des collectivités pour essayer de trouver des solutions qui sont complexes dans un cadre administratif qu'il faut savoir gérer. Le titre du projet sur lequel je travaille actuellement s'appelle Protection du foncier agricole périurbain en Méditerranée, enjeux de justice et innovation foncière. L'idée, c'est que finalement, toutes ces initiatives collectives de protection du foncier, elles renversent des questionnements, des modes de fonctionnement, et que tout ça peut générer des questions, des sentiments d'injustice. Donc, par exemple, moi, j'ai tendance à expliquer ça d'une manière assez simple en disant qu'il y a un système qui est établi, et donc un système social qui maîtrise l'accès à la terre. En gros, il y a des propriétaires qui ont le contrôle de la terre. S'échange aussi, on voit très très bien, moi je l'ai étudié et je pourrais en reparler si ça vous intéresse, autour de Montpellier, comment est-ce qu'on s'échange, comment est-ce qu'on verrouille en fait l'accès à la terre. Et du coup, il y a un double sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice quand des jeunes porteurs de projets essayent d'avoir accès à cette terre et n'y parviennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans ce système social établi. Donc ça, c'est une première forme. Mais aussi, il y a des sentiments d'injustice quand des intervenants extérieurs, type collectivité, essayent de court-circuiter ce système, rachètent de la terre et essayent de mettre en place un nouveau système. Et alors là, c'est les propriétaires qui ont des sentiments d'injustice parce qu'ils disent « nous, on était dans un mode de fonctionnement, mon père fonctionnait comme ça, mon grand-père fonctionnait comme ça, et maintenant, par exemple, je ne vais plus, par exemple, sur un PAEN, maintenant j'ai un horizon de 1 siècle, mais pourquoi ?» Voilà. Donc on essaye de comprendre tout ça et on essaye de l'analyser. Et dans ce cadre-là, l'année dernière, il y a un stagiaire qui a travaillé avec moi pour essayer de voir toutes les associations. On est parti du registre des associations loi 1901 en Languedoc-Roussillon. Donc là, on était à l'échelle du Languedoc-Roussillon pour savoir, tiens, quelles sont les associations loi 1901 qui inscrivent dans leur statut qu'elles s'occupent de foncier agricole. Et finalement, de quoi s'occupent-elles quand elles disent s'occuper du foncier agricole? En gros, on avait en tête qu'il y allait avoir des associations de lutte contre des projets, voilà. Et en fait, on a découvert qu'il y avait une diversité bien plus grande de ces associations. On a pris vraiment un panel le plus élargi possible. On est arrivé à une centaine. Donc il y avait toutes les associations agricoles, donc des associations qui sont dans l'accompagnement de l'agriculture, l'animation de l'agriculture, du foncier, de l'alimentation. Là on arrive à 53 associations sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon qui disent être dans ces formes d'animation. Donc ils vont être plutôt dans de la formation, de l'accompagnement, comment est-ce qu'on fait pour... Et en partie, du coup, comment est-ce qu'on fait pour accéder à la terre? C'est une partie de ce qu'ils font dans toutes ces formes d'animation agricole. Ensuite, on avait tout un autre pan d'associations, quasiment autant, 52 associations, qui, elles, s'intéressaient à l'environnement et au patrimoine. Donc là, c'était plutôt des associations locales, des petites associations communales, qui commencent à s'interroger, en fait, sur leur patrimoine environnemental, mais aussi par exemple sur le patrimoine bâti. Et du coup, ils se mettent à s'interroger sur l'agriculture, sur le foncier, sur aussi tout ce qui est bâti, les masés, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'apparaît la question du foncier là-dedans. Ensuite, et tout aussi important, 52 associations aussi, arrivent les associations de propriétaires.
C'est-à-dire toutes ces associations dans une logique qu'on dit de NIMBY, c'est not in my backyard, c'est-à-dire que j'ai pas envie que ça soit chez moi, donc je rejette, j'ai pas envie que ma terre d'un coup elle soit dévaluée, donc je me constitue en collectif pour essayer de porter le poids du collectif à mon maire pour expliquer que c'est pas juste que ma terre elle soit pas justement classée en urbanisation ou etc. ou face à des aussi grands aménagements type TGV etc. Ensuite, on a un groupe d'associations de gestion. Donc c'est par exemple des associations de chasse, d'irrigation, de lutte contre les incendies, qui aussi, des fois, par exemple, des associations de chasse ont aussi des terres agricoles. Et enfin, on a en effet, mais un groupe qui est plus petit, ce sont des associations de lutte. Donc de lutte contre des projets, contre des grands projets, contre des éoliennes. Mais finalement, ça représente, c'est-à-dire que le mode d'entrée aussi dans l'action et dans le questionnement sur les questions du foncier agricole ne passe pas que par une entrée par la lutte contre des projets, mais ça peut aussi rentrer par un intérêt qu'on peut avoir pour sa commune, pour le patrimoine environnemental, culturel de sa commune, et c'est comme ça qu'on en arrive à s'interroger, et tout ça c'est pour mettre une note d'optimisme, de dire finalement on peut arriver à intéresser un nombre important de la population et à sensibiliser par de multiples voies. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'il y a ces logiques privées qui sont encore très très fortes. Et que finalement, ces sentiments d'injustice de ces propriétaires qui peuvent se sentir dépossédés, etc., ils sont aussi importants et il ne faut pas les dénigrer. Il faut en tout cas les prendre en compte et il faut accompagner. Et on travaille aussi avec, on essaye de suivre et de voir quelles sont les initiatives. On se rend compte qu'il y a un fort besoin de mise en relation des collectivités, des collectifs qui s'intéressent à cette question-là. Et souvent apparaît la question de moi, mon blocage, c'est les propriétaires. Finalement, j'ai envie de faire des choses, mais finalement, je ne suis pas propriétaire. Alors forcément, après, on en arrive à la seule voie, c'est de dire, bah, je vais racheter, je vais moi-même devenir propriétaire pour pouvoir faire quelque chose. Sauf que derrière, il faut avoir les finances. Sinon, eh ben, je suis bloquée par cette catégorie que sont les propriétaires fonciers qui maîtrisent en fait, qui maîtrisent la possession de la terre et donc finalement qui maîtrisent l'accès aussi à la terre. Et là, je pense qu'il y a des choses à imaginer, des formes de sensibilisation, d'accompagnement, de veille qui sont à imaginer. Et c'est un travail de fourmi, et c'est un travail de fourmi qui, pour moi, se joue énormément au niveau local. Et s'il y a quelque chose, je pense, qui est possible à faire à notre petite échelle, dans nos communes, c'est justement de discuter, de sensibiliser, d'expliquer, mais tiens, t'as une terre, ah, tiens, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu la prêtes à un ami pour des chevaux, mais moi je sais qu'il y a un projet qui est intéressant, où il y a des jeunes qui cherchent, tiens, ça pourrait pas t'intéresser. Et je pense que ce petit travail de fourmi, il est hyper important et il peut faire bouger les choses. Et pour ça, je pense que chacun peut avoir son rôle à jouer. Et juste pour terminer, je vais vous donner l'exemple d'une commune à côté de Perpignan qui a toujours d'ailleurs un gros problème parce que 40% de ces terres agricoles, donc une étude, en fait ils ont commandé une étude à des étudiants de l'IUT qui a révélé que 40% de leurs terres agricoles étaient en friche. Face à ce constat, enfin là ça a servi un peu d'électrochoc pour la commune, ils ont essayé de mettre en place quelque chose et notamment ils ont embauché quelqu'un pour faire une veille foncière et pour en fait contacter les propriétaires un à un, les propriétaires de friches, pour qu'ils participent à un projet de remise en culture de friches dans un objectif aussi de revalorisation de la biodiversité, etc. Et au final, ce projet, il a permis de remettre en culture 70 hectares, grâce notamment, pas que, c'est toute une multiplicité de petits projets, mais le projet principal, ça a été une mise en lien avec des éleveurs, des piémonts, qui viennent en fait dans la plaine pour
cultiver du fourrage et pour améliorer leur autonomie fourragère au niveau des piémonts. Donc on voit qu'ils ont réussi, mais par ce petit travail de fourmis. Donc je pense que cette veille et ces liens sociaux qu'on peut créer, et dans les villages périurbains, on a tendance à dire qu'il y a finalement peu d'échanges, peu de contacts entre des nouveaux habitants qui pourraient porter justement une autre vision de l'agriculture, une autre vision de l'alimentation. Moi, je pense que c'est possible, à cette échelle locale, de recréer du lien et que c'est par le fait de créer du lien, non seulement c'est mieux pour nos villages, mais en plus ça peut permettre aussi, localement, de résoudre pas mal de problèmes. Voilà. D'études qui montrent ça, mais en tout cas sur tous les cas que je connais, c'est-à-dire Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit la caractéristique de l'agriculture périurbaine, c'est bien d'avoir en même temps des très grandes exploitations, souvent en céréales, on voit beaucoup de céréales, et de l'autre côté, des toutes petites exploitations qui sont plus en connexion. Donc c'est-à-dire une coexistence en effet, est-ce que c'est de la coexistence, j'en sais rien, entre des filières souvent de céréales parce qu'on est sur des cultures annuelles, beaucoup plus facilement mouvantes, on peut changer très vite, et puis des petites agricultures qui répondent plus à une attente de la ville. Bonjour. Effectivement, les deux intervenants avant moi m'ont aidé parce que l'écologie, c'est quelque chose qui devrait être le cordon ombilical de notre développement. Et les statistiques que mon voisin a données sur l'agriculture mondiale et ses positions aujourd'hui sont intéressantes. Et donc, ce qui va me permettre de faire un saut sur la relocalisation d'une agriculture dans les villes et dans le périurbain. Donc, moi, en tant que président de Terre Vivante, où on installe des petits paysans, je dis bien paysans, je fais une différence avec les agriculteurs, parce que pour moi, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui exploite et un paysan, c'est quelqu'un qui cultive. Donc, ce qui différencie deux modèles d'agriculture, qui sont aussi, il y a un modèle qui aujourd'hui est un obstacle, c'est pour ça que les intervenants d'avant sont très intéressants, surtout sur l'écologie et sur le développement des grosses exploitations qui posent souci dans le bien commun de la planète en définitive. Donc on a des petits paysans aujourd'hui qui ne sont pas issus des milieux familiaux agriculteurs, qui veulent s'installer, et souvent en agriculture biologique. De toute façon, chez nous, on n'installe que des agriculteurs qui vont dans le sens de l'agriculture biologique. Et alors, c'est déjà très compliqué d'installer dans le département de l'Hérault. On est aujourd'hui le second département de France où la pression foncière est la plus importante, la spéculation foncière. Et donc, c'est compliqué, on y arrive puisqu'on arrive à installer de 80 à 100 petits paysans par an. Hein. On installe plus que la Chambre d'agriculture, que le GIA. Hein. Et ce sont des gens qui ne sont pas reconnus parce qu'ils n'ont pas le seuil minimum d'installation. Donc nous, on est sur des installations qu'on appelle progressives, c'est-à-dire qu'au départ, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, bon, nous on leur trouve des moyens financiers à travers certaines banques solidaires pour qu'ils puissent s'installer, mais ce sont des gens globalement qui démarrent à zéro, qui démarrent avec des fermages ou des baux précaires. Hein. Il y a peu qui peuvent acheter, ou alors avec, et c'est là que je fais un appel aussi, hein, aux municipalités qui veulent bien les aider, voire leur céder des terrains, ou voire éventuellement pour le départ des régimes municipaux qui peuvent les prendre comme ouvriers et après s'installer progressivement. Donc voilà, c'est ce genre de travail que l'association fait, avec sur le département de l'Hérault, puisqu'on est dans les PO aussi, avec 8 salariés qui sont tous ingénieurs agro. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait ça depuis 10 ans et on installe de plus en plus. Alors, le plus difficile, alors ce que je veux dire, on installe effectivement plus facilement aujourd'hui dans la région qui est nord du département, dans la vallée de l'Orbe, dans la région du Saint-Poney, du côté de Ganges.
là où il y a une désertification agricole depuis très longtemps. Donc là, on arrive à installer, et ces petits agriculteurs arrivent à faire du maraîchage bio et commercialisent en panier, viennent sur Montpellier, donc voilà. Et au bout de 4 ou 5 ans, ils commencent à tirer en revenu. Voilà. Et le paradoxe, c'est qu'on voit installer des garçons sur des exploitations de 20-30 hectares qui ne tirent pas le revenu, qui sont à 350 €. Hein. Donc on a une agriculture aujourd'hui qui veut se développer, où on n'y donne pas les moyens de se développer, qui arrive au bout de 4 ou 5 ans à se stabiliser, à créer un revenu et de donner une alimentation pour le consommateur saine et dans un environnement sain. Voilà. Ça, je tiens bien à le préciser. Alors la difficulté, c'est effectivement dans les villes. Les villes, bien sûr, c'est là où la spéculation foncière est encore plus importante. Bien qu'on a tout le littoral ici, qui est une véritable catastrophe, où on ne peut plus installer, on ne peut plus rien faire dans ces zones-là. Donc, alors l'idée, quand on va à Barcelone, ils ont créé un paracrève très important, hein, qui peut nourrir, mais bon, dans nos villes, il y a peu d'exemples ici. Et ça serait très très intéressant. Alors après, j'ai entendu qu'il commençait à y avoir sur la métropole des zones préemptées pour l'agriculture, mais il faudrait que très rapidement les énergies se fassent, parce que après il y a d'autres problèmes. Après. On veut bien accueillir un paysan, mais on ne veut pas qu'il ait un hangar. On ne veut pas, donc il y a tout un tas de problèmes qui s'y greffent, et ça retarde le mouvement qui avance quand même. Et donc moi je fais un appel en particulier aux politiques, parce que c'est eux qui ont la clé. Qui ont la clé. Il faut qu'aujourd'hui il y ait des terres agricoles biologiques dans les villes, ce qui est le tremplin pour sauver des insectes qui peuvent voyager d'un côté de l'autre. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait des abeilles dans les villes, il faut qu'il y ait des jardins. Il faut alors, l'autre menace, c'est que la souveraineté alimentaire en France, elle est menacée. Et je vous cite qu'un exemple, vous allez comprendre. La Chine, 1,2 milliard d'habitants, 1,3 milliard d'habitants à peu près, 7% de la surface agraire du monde, 20% de la population, 7%. Vous voyez le déséquilibre. On sait très bien qu'aujourd'hui, le niveau de vie augmente, mais un jour, on ne pourra pas compter sur les achats qu'on fait à l'extérieur de la France. Donc aujourd'hui, il faut qu'on remette en route toutes les terres qui ont été abandonnées, parce qu'il y en a, vous avez vu qu'après l'arrachage viticole, ici, il y a des terres aujourd'hui qui sont abandonnées. Alors effectivement, on peut comprendre aussi ces gens-là qui ont arraché parce qu'ils avaient des difficultés, ou ces gens qui ont pris les retraites, qui n'ont pas de successeurs et qui ont arraché, ils ont des retraites de 650 €. Alors s'ils peuvent profiter de la spéculation, on peut aussi le comprendre. Enfin, il faut qu'au niveau en tout cas de l'État français, il pourrait, et moi c'est quelque chose que j'ai soumis, si un agriculteur à la retraite vend son terrain au prix du marché, et il faut qu'on lui fasse, il faut qu'on lui monte sa retraite pour ce don-là, 1 000 €, 1 200 € par mois. Hein. Il faut qu'on ait des accords, parce que voilà, on va continuer à avoir cette spéculation. Voilà, donc ce que je veux surtout mentionner, c'est que le grand danger aussi, alors ça a été plus ou moins signalé, c'est le développement de l'agriculture industrielle mondiale. Aujourd'hui, les pesticides sont un danger sur la santé. Les pesticides aujourd'hui, quand ils se mélangent avec les autres molécules dans le ciel, on ne sait pas, personne ne peut dire les dangers que ça provoque. Et aujourd'hui, c'est le développement d'une agriculture biologique, rapprocher des populations, relocaliser l'agriculture, ça sera le maintien de la souveraineté alimentaire, et aujourd'hui, ça doit être une exigence. Et effectivement, alors, ce sujet que j'aborde, il est tellement important que je crois qu'il faut renverser la table, c'est-à-dire que politiquement, peut-être, il faut créer notre société. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus loin, parce que si on veut relocaliser une agriculture sans changer le modèle financier, on n'y arrivera pas. Moi, je me suis persuadé, en tout cas. Ce terrain ici, moi, ça fait 40 ans que je me suis battu un peu partout dans le monde sur des occupations de terrain, mais ça ne fait que progresser. Moi, au bout de 40 ans, je trouve que c'est un échec de tous les combats que moi et des copains en ont fait, les copains de la Conf, etc.
on est toujours sur ce même système et je vois que c'est bien la financiation qui bloque tout. C'est le pouvoir de la finance. Effectivement, au niveau agricole, globalement en France, la quasi-totalité des agriculteurs sont en très bas revenu. Alors, il y a des raisons, il y en a qui sont allés sur l'agrandissement, ils se sont endettés, et puis il y a tous les circuits, surtout des bio et qui sont en circuit court, qui aujourd'hui essayent de vivre de ce métier-là, et qui aujourd'hui ne sont pas au niveau de salaire raisonnable, avec des heures impossibles. Mais le niveau le métier d'agriculteur est un métier très très difficile, et certainement un des plus difficiles, et sur l'ensemble il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Ça c'est quand même le modèle de société où on met en compétitivité avec des produits qui viennent de notre bout du monde, et avec des lois sociales qui sont tout à fait différentes des nôtres. Et les grands distributeurs qu'on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, ce sont les véritables intermédiaires, et c'est eux qui se mettent ça dans la poche et qui vont apparaître en définitive un produit moins cher aux consommateurs. Parce que la réalité d'un producteur bio qui vend peut-être le produit plus cher, mais il a un coût moins cher à la société. Parce qu'on ne fait pas payer, à l'agriculture industrielle le nettoyage des eaux et la santé, tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'il faut m'en. Mais aujourd'hui, pour retourner cette situation, effectivement, il faut qu'il y ait une forme citoyenne des consommateurs qui prennent la réalité de ça. Et il faut aussi qu'en France, nos bas revenus puissent monter, parce que tout le monde doit pouvoir manger une alimentation saine. Alors moi, je n'ai pas de réponse à vous faire immédiatement, mais il faut qu'aujourd'hui ce soit une prise de conscience de tout le monde, aussi bien le citoyen que les politiques aujourd'hui, pour qu'on crée l'autonomie alimentaire sur une agriculture biologique. Donc c'est le véritable combat que des soirées comme ceci, à travers la défense du foncier, c'est aussi ça. On pourra occuper le foncier que s'il y en a des agriculteurs, des petits paysans qui viennent. Parce que moi j'ai vu, après on a parlé des compensations, mais je l'ai vécu sur Perpignan, en étant en partie arrivante. La municipalité de Perpignan, il y avait des compensations pour 150 hectares. Donc on a trouvé un endroit, par loin de Prades, sur 150 hectares, mais on a trouvé personne qui voulait s'installer là, parce qu'il voulait s'installer à côté de Perpignan. Le marché est à Perpignan, le marché est allé par loin de Montpellier. Moi, quand on installe à Terre Vivante des gens au Largue ou à Saint-Pont, effectivement, ils vont produire un peu de jardinage, mais on peut se demander si ce sont des véritables agriculteurs. Aussi, on se pose la question. C'est un mode de vie qu'ils ont. Ils sont dans notre alimentation. Mais en définitive, nous, c'est qu'on amène des paysans pour nourrir les villes en particulier. Et la demande est importante. La demande en bio sur Montpellier est très importante. Alors, quand on a parlé de régie, ces villes-là, c'est surtout en premier temps d'alimenter la cantine en bio. Et le facteur du salaire, ça rentre très bien dans ces conditions-là. Et pratiquement, nous, Terre Vivante, ceux qu'on installe, ce sont tous des cotisants solidaires. Voilà. Alors, ce qui pose le problème, même après au niveau concurrentiel, puisqu'on est là, quand il y a un cotisant solidaire qui veut s'installer quelque part, s'il y a un autre prétendant, d'autant plus s'il était installé depuis très longtemps ou en GIA, à la SAFER, ils auront la priorité sur lui. Donc ça repousse toujours ces gens-là. Alors ces gens-là, en plus, vous avez oublié de dire que s'ils n'ont pas le droit de vote, chambre d'agriculture en plus. Ce qui fait qu'il y a un certain cas qui est beaucoup plus dominant que la forme de pensée que de ces gens-là qui s'installent. Donc c'est un problème qu'avec les gouvernements successifs, en tout cas plusieurs syndicats ont mis sur table, mais qui n'a jamais évolué. Donc on en est là. Alors, ce qui est intéressant quand même aujourd'hui, on vient de le voir apparaître, c'est que ces gens-là, qui n'ont pas de statut, qui sont sur des très petites surfaces, qui font une agriculture respectueuse, parce que le bio, c'est le mot qu'on lui donne, c'est un label. Moi, je crois que quand un paysan se rapproche du consommateur, c'est le consommateur qui voit ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de label, hein. C'est le rapport des hommes qui est intéressant. Donc, aujourd'hui, on se trouve dans cette situation où la plupart des petites installations, ce sont des cotisants solidaires, donc la misère est proche, l'amende chômée. On arrive à prouver, aujourd'hui, ils arrivent à prouver qu'ils font des revenus plus intéressants que ceux qui ont 40, 50 ou 60 hectares, parce qu'ils sont endettés.
dites, c'est que maintenant, sur des petites parcelles, on arrive à retirer un revenu important. Donc moi, ce que je veux amener aujourd'hui comme information, c'est qu'il y a d'autres statuts qui sont possibles, auto-entrepreneur et portage salarial. Souvent, je parle du partage salarial à des gens qui sont jeunes, ou à des femmes qui ont besoin de congés maternité, de retraite, etc., etc. Le portage salarial, c'est une situation particulière, c'est-à-dire qu'on a un revenu, on le donne dans une structure qui porte la question de l'établissement du bulletin de salaire, de les cotisations d'URSSAF, etc., qui prend un petit pourcentage, et finalement, on a un statut salarié. On a droit au chômage, on a droit aux AT, on a droit à... Voilà. Donc, il y a des solutions possibles. Faut-il avoir dépassé un certain montant de revenus, hein? Voilà. L'arrachage de la viticulture, bien sûr, ces vignes étaient souvent dans des zones sèches. Aujourd'hui, il faut repenser la distribution de l'eau. Hein. Moi, on a sur les candidats de terre vivante, aujourd'hui, bien sûr, on trouve des fonciers. Mais en particulier du maraîchage, il n'y a pas d'eau. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question de l'eau. Et après, je vais revenir sur la métropole. Hein. Aujourd'hui, on est sur une métropole de près de 400 000 habitants. La ressource en eau n'est pas inépuisable. Hein. Donc il faut aussi tempérer, ceci parce qu'il y aura des soucis d'eau hein, dans cette région. En plus, on est un département touristique. Hein, et l'été, vous avez la côte qui absorbe le 2/3, en tout cas, de la station de pompage de Florensac. Hein, et au mois d'août, il y a des difficultés et j'ai bien peur qu'un jour, ce soit les villages, il y aura des coupures d'eau pour laisser l'eau. Voilà. Alors il y a toute cette vision de l'agriculture, comment on veut la développer. Il faut effectivement, pour qu'on soit une zone vivière, il faut qu'on réalimente l'eau un peu partout. C'est un grand projet ça. Et dernièrement, je crois que Laurent, tu l'as vécu, puisque c'était avec moi, il y a eu une forte réunion à Poland sur l'eau par rapport au problème du golfe de Ravagnac, où ils ont eu l'autorisation de leur forage. Donc il y a eu une rébellion. Hein. C'est la première rébellion que j'ai vue au niveau de l'eau dans ce département. Et après, il faut avoir une réflexion sur le tourisme. Alors un tourisme bourgeois, comme les golfs, moi j'en veux pas, personnellement. Le tourisme familial, oui, mais il faut qu'on régule tout ça, parce qu'au niveau de l'eau, ça sera contraignant sur notre agriculture et notre alimentation. Je vous remercie. Je voulais juste d'abord apporter quelques précisions par rapport au réseau des semeurs de jardin. Le réseau des semeurs de jardin, c'est une association et un réseau de jardins, donc au pluriel, à l'échelle du Languedoc-Roussillon. Nous sommes adhérents du réseau national des jardins partagés. Évidemment, donc l'une des composantes aussi d'Alternative ici, puisque nous faisons partie de la commission agriculture et que nous y sommes depuis le départ, donc il y a 2 ans. Et aussi donc un membre assez actif du collectif 34 pour les alternatives aux pesticides. Donc les jardins, moi je peux vous dire que par exemple sur Montpellier à l'heure actuelle, simplement de ma propre connaissance, il y a une demande de création de 5 jardins partagés en attente, dont certains étaient validés, hein, ils en attendaient juste la mise en place au printemps donc du terrain. Donc tout ça a été retardé, a été repoussé sous le prétexte qu'il faut maintenant passer par les conseils de quartier. Donc dans 5 quartiers différents de Montpellier, dont le centre-ville historique, donc 5 associations qui se sont créées, soit des associations donc qui se sont créées simplement parce qu'ils avaient envie de jardiner, soit sur le centre-ville historique, donc c'est une association de quartier qui existe pour valoriser et surtout végétaliser donc ce centre-ville historique, parce que leur projet va au-delà du jardin partagé. Et moi personnellement, je l'ai vu, je le trouve très intéressant. Il y a aussi une forte demande sur l'un des quartiers aussi sur lequel j'interviens, donc qui est le quartier du Petit Bac à Montpellier, où donc c'est un jardin collectif hein, créé par quelques résidentes du quartier. Il y a maintenant 2 ans de ça. Ce jardin donc s'est étendu, mais parce qu'elles ont pu
faire la démarche d'aller voir des associations partenaires qui sont sur le quartier pour récupérer des espaces, donc des cours derrière, notamment l'espace logement, la maison donc de l'enfant et de la famille, qui est l'ancienne protection maternelle infantile. Hero Habitat, donc suite aussi à une démarche que nous avons eue en appui d'elle et avec les petits débrouillards, donc a aussi libéré un espace vert en bas d'une résidence donc de la pergola pour leur permettre de transformer, donc il y a un an, cette parcelle en espace vert. Il y a 60 familles qui jardinent sur ce quartier et il y a une demande, enfin moi par rapport à ce que je peux voir donc lorsque j'y suis au quotidien, c'est quotidiennement où il y a des demandes d'avoir des parcelles pour pouvoir produire quelques légumes. Et donc ce qui est dommage, c'est que c'est surtout centré sur la partie pergola. Et la partie petit bar, malheureusement, est tellement bétonnée et bitumée qu'il n'y a aucune parcelle d'espace vert disponible pour pouvoir permettre aux habitants du petit bar, qui sont pourtant demandeurs, de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une parcelle de jardin pour pouvoir produire quelques légumes. Il faut savoir qu'à l'échelle du département, dans pratiquement, donc déjà à Montpellier, il y a à peu près une vingtaine de jardins partagés et collectifs, mais dans tous les villages alentours et dans tout le département, vous avez des jardins partagés. Poussant donc du côté de Sète, 5000 m² de superficie, donc pour un jardin collectif, menacé par un projet industriel d'arrière-port de Sète. Gignac, mes collègues de Gignac, donc qui ont aussi un grand terrain, ils ont été obligés de déménager par rapport à un projet de construction de lycée. Ils recherchent un terrain supplémentaire pour développer un projet de jardin qui serait moitié jardin solidaire, moitié jardin de cocagne. Donc mon collègue m'en a parlé au mois de janvier, il est toujours en recherche de terrain pour créer cette extension de jardin. On a des jardins à Gravel aussi, je sais qu'on a des jardins collectifs à Gravel, on a des jardins collectifs à Sussargues qui se sont agrandis 2 fois en l'espace de quelques années, tellement que la demande est forte. Et pourtant, voilà, je veux dire, Sussargues, c'est pas la ville urbaine de Montpellier, c'est quand même un village. Castries, alors moi je salue un petit peu l'initiative de la commune de Castries, qui a permis qu'un espace, donc on va dire un espace vert, hein, donc un espace vert quand même d'à peu près 1 hectare, soit transformé en verger partagé. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement ça veut dire que voilà, il y a une prise de conscience de besoins qui existent et qui sont assez importants. Nous, par exemple, à Verpopa, donc notre verger potager partagé en permaculture, donc sur les hauts de Malbosc, on travaille sur 2300 m² de terrain, et c'est un terrain qui est très pauvre. Alors quand j'entends le maire de Saint-Clément-de-Rivière dire, mais voilà, cette parcelle ici, à Auxilane, elle n'est pas cultivable, je me dis, mais il se moque de nous, quoi. Si nous, à Malbosc, on arrive à produire sur le terrain qui est le nôtre des fruits et des légumes depuis quand même 4 ans, sur un terrain aussi riche que celui-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et partout, je veux dire partout où je passe dans tout le département, parce que voilà, je vais quand même voir mes collègues dans plusieurs villes et villages du département, c'est la même chose que j'entends, c'est ce besoin de pouvoir produire soi-même, donc en bas de chez soi, des fruits, des légumes, de pouvoir avoir un petit peu cette autonomie, en partie hein, quand même, hein, alimentaire. Et en travaillant donc ici avec plusieurs associations sur la métropole montpelliéraine sur l'agroécologie. Donc c'est parti de l'idée de créer un festival donc sur l'agroécologie pour sensibiliser sur l'agroécologie, donc avec Terre Humanisme, Alternativa, Impact, qui est donc initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. BD, donc l'une des associations aussi sur laquelle je suis, qui s'occupe de la biodiversité cultivée. De ce festival agroécologique, on est quand même parti sur le mois d'agroécologie, avec donc l'aide et le soutien de la métropole, notamment d'Isabelle Touzard, et on a entamé une réflexion de fond, donc sur notre initiative, sur l'agroécologie, le développement de l'agroécologie sur la métropole montpelliéraine, dans l'idée quand même d'arriver à l'autonomie alimentaire d'ici 2050 grâce à l'agroécologie. Parce qu'effectivement, un rapport hein, que nous a fait passer mon collègue Pierre Deltour de Nature et Forêt spécifie quand même qu'à l'heure actuelle, la superficie des terres agricoles sur l'Hérault est juste nécessaire pour pouvoir nourrir la population montpelliéraine, la métropole montpelliéraine.
Donc c'est énorme. Ça veut dire que pour nourrir la population de l'Hérault, on est obligé de faire venir déjà d'autres départements et au-delà, j'ai envie de dire. Donc déjà, les jardins partagés, l'idée c'est pouvoir réfléchir autrement à l'urbanisation des villes, créer des espaces dans les quartiers pour permettre aux habitants qui en font la demande, qui en ont le souhait quand même, c'est fortement exprimé partout, dans tous les quartiers où je suis passé, de créer des jardins partagés, de créer des espaces dans ces quartiers plutôt que d'urbaniser à fond comme on le fait par exemple avec Las Reves, de laisser des espaces, de laisser des oasis où les gens puissent déjà respirer, où ils puissent jardiner, où ils puissent produire en bas de chez eux des légumes. C'est déjà ça l'idée, et c'est vrai que ça fait partie effectivement d'une réflexion plus vaste qu'on a entamée avec Alternativa sur les territoires en transition, et que l'on va continuer, parce qu'effectivement ça me semble important de relier autant les jardins que le monde agricole, on va dire alternatif, parce que nous sommes liés les uns aux autres. Par les jardins, effectivement, nous pouvons nous nourrir, produire effectivement dans l'année des fruits et des légumes, pas en quantité suffisante quand même pour notre autonomie alimentaire, et nous avons besoin d'agriculture, et de préférence une agriculture bio, et de proximité aussi. Voilà. Merci. Donc depuis maintenant 9 ans, ça fait longtemps déjà, j'ai le sentiment très, très clair, si vous voulez, que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On assiste à une artificialisation des sols liée à la puissance qui urbanise nos sols, qui est une puissance financière, organisée, immobilière, foncière, et que j'ai le sentiment qu'on est un peu le dos au mur. Donc la bataille est importante, et moi, voilà, on est confronté à des difficultés. Je commence de manière un petit peu pessimiste exprès, si vous voulez, pour montrer que voilà, il y a des enjeux qui sont considérables. Nous, on est parti pour être très concret, on est parti de ce que j'appellerais la démocratie alimentaire. C'est-à-dire que la population qui est dans nos villes, nos communes, est une population, comme partout, qui n'a pas le choix de ce qu'elle mange. On lui impose un cadre alimentaire. Et donc, il faut faire appel à la volonté de la population de définir elle-même une alimentation saine et une alimentation qui corresponde à un développement équilibré de ces personnes. On nous a présenté ça souvent comme impossible. Or, on s'aperçoit que c'est possible. Le levier qu'on a utilisé est très simple, hein, tout le monde le connaît, c'est l'idée de faire un marché circuit court dans la ville et d'en faire un lieu de construction de cette démocratie alimentaire. C'est difficile, mais c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous ne mobilisez pas les citoyens avec vous sur ces enjeux, vous n'arriverez pas à faire les choses. Donc là, je me souviens très bien que la première fois quand on l'a installé, un responsable politique de l'époque m'a dit que le marché ne passerait pas à l'hiver, puisque voilà, les gens iraient toujours à Carrefour, etc. Et en fait, il est toujours là 9 ans après, il marche très bien, au contraire, il se développe. À partir de là, effectivement, ensuite on est confronté à l'idée qu'il faut... Bon, la première chose qu'il faut se dire, c'est que si je regarde la commune de Grabel, on a un capital extraordinaire, puisqu'il n'y a que 16% de la commune qui est urbanisée, et 84% qui sont des zones naturelles et agricoles. Enfin, qui sont classées naturelles et agricoles. Parce que classer une zone agricole ne signifie pas qu'elle est agricole, parce qu'elle est généralement, dans les 3/4 du temps, en friche. D'accord ? Donc, on a ce capital, et arriver à un consensus politique et démocratique avec la population pour dire « nous voulons conserver ces 86%. » Ça a des conséquences, parce que si vous dites que vous voulez conserver ces 86%, et 84%, et qu'il n'y a que les 16% qui sont urbanisés, il n'a échappé à personne que nous sommes en développement démographique. Non pas, contrairement à ce que l'on croit souvent dans nos villages, par l'arrivée d'étrangers, etc., mais par tout simplement le solde naturel positif. Il y a plus de naissances que de décès dans la commune. C'est ça qui fait le développement de la commune, plus que l'arrivée de gens extérieurs à la commune. Et puis après tout, c'est une bonne chose, ça rajeunit la population et c'est dynamique. Il faut donc les loger, d'accord ? Il faut les loger
dans les 16%. On peut parfaitement les loger. Ce qui suppose qu'on accepte une densification de l'existant comme habitant. Donc tout est lié. Si vous n'acceptez pas cette densification, si vous dites qu'il faut étaler l'habitat, eh bien, vous rentrez en contradiction avec vos principes. Et cette logique-là, elle est immédiatement utilisée par ceux qui veulent bétonner. Voilà. Donc ça, je montre ce lien. À partir de là, pour pouvoir préserver cette zone naturelle et agricole, quels sont les outils dont on dispose? Il y a premièrement les outils classiques, mais il ne faut pas négliger avant de voir les nouveaux outils. Premier outil, ce sont les plans locaux d'urbanisme. Donc, les plans locaux d'urbanisme, il y a souvent des discours sur la nécessité de préserver les zones naturelles, etc. Et puis, il y a toujours, on vous dit, ben voilà, quand vous arrivez devant les responsables, ils vous disent, quelles sont les zones que vous allez urbaniser? Et si vous leur dites, aucune, ben il y a un problème, parce que c'est pas du tout la politique actuelle. Il faut urbaniser de nouvelles zones pour accueillir ces populations nouvelles, etc., etc., etc. Donc il faut vraiment, à mon avis, un courage collectif pour dire, non, nous allons cesser. Donc, plus aucun mètre carré d'espace naturel et agricole ne sera urbanisé. Vous commencez par prendre cette décision. Cette décision, on peut la prendre dans les documents d'urbanisme qui existent actuellement. Vous avez un débat qui s'engage au niveau de la métropole sur le SCOT, sur le PLUI, parce qu'en plus, vous nous dites qu'est-ce que peuvent faire les communes. Mais dans 10 ans, on ne pourra plus rien faire. Puisque le PLUI, le I, ça signifie qu'il est intercommunal. Il n'est plus communal. Donc vous vous occuperez de faire une manifestation du 8 mai, du 11 novembre, puisque vous êtes maire, ça ne servira plus à rien dans 10 ans. Donc la question, ça serait d'abord de revenir sur la capacité d'une commune et de ses habitants de définir elle-même comment elle occupe son sol. Parce qu'un plan local d'urbanisme, c'est la façon de dessiner ensemble notre avenir que nous voulons. Et ça, il faut le garder. Donc c'est très important le débat qui va avoir lieu aujourd'hui, dans l'année qui vient, sur cette occupation du sol. Donc ces documents-là, il faut le dire, et donc nous, sur Gravel, on dit, c'est 16% point. Les zones U et précédemment définies comme AU sont les seules sur lesquelles on sera. Et même dans ces 16%, on revoit sur ce point, nous pouvons parfaitement envisager une action dans les zones urbanisées pour introduire de l'espace naturel et agricole dans les zones urbanisées. Tu parlais des jardins partagés, donc nous on a mis les jardins partagés sur une zone qui devait être urbanisée, donc maintenant elle ne peut plus l'être, il y a les jardins partagés, et on peut parfaitement aussi aller dans le sens d'une désimperméabilisation maximum des zones déjà urbanisées. Vous avez des programmes dans d'autres villes, j'ai vu que Lyon avait un programme à ce sujet assez intéressant, on va essayer de travailler pour voir, parce que ça a aussi des conséquences dans la lutte contre les risques d'inondation, entre autres. Maintenant, à partir de là, il faut réfléchir parce que le fait de dire que des zones sont naturelles et agricoles ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a initié avec 6 autres communes dans le cadre de la métropole et en liaison avec le département, le fameux PAEN, périmètre d'aménagement des espaces naturels et agricoles, qui n'est pas encore actif. Les choses sont tellement lentes en France, c'est incroyable. Donc, mais en tout cas, les 6 communes en question, nous avons toutes délibéré à ce sujet. Et ce périmètre, ça va au-delà, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une majorité municipale ou intercommunale qui décide de faire qu'une zone n'est pas urbanisée. C'est un périmètre qui gèle les terres de manière extrêmement rigoureuse. Voilà. Et à ce moment-là, pour dégeler ces terres, eh bien, il faut précisément un arrêté ministériel. Donc c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Parce qu'à ce moment-là, il y a toute une série de recours possibles, et c'est plus difficile que par un simple changement de majorité municipale qui change la politique. Donc notre objectif, ça serait de geler ces terres. Mais le PAEN n'est pas simplement un moyen de geler les zones naturelles et agricoles. Vous ne pouvez le faire accepter que si vous avez, avec cet instrument, un programme d'action pour entretenir, équiper ces terres, les faire vivre, et pour les zones agricoles, faire qu'il y ait des agriculteurs sur les zones agricoles. Et je n'exclus pas aussi les zones naturelles, parce que les zones naturelles sont les réservoirs de notre biodiversité, et nous devons créer des véritables réservoirs de biodiversité à un moment où celle-ci recule. Donc il y a ces aspects qui sont tout à fait importants. À partir de là, ben voilà, c'est ça l'outil supplémentaire en plus des outils classiques. Puis derrière, bon ben voilà, il y a aussi le fait que bon, nous on a acheté c'est le hasard, on est tombé sur un propriétaire qui voulait nous vendre. Notre commune, on n'est pas propriétaire de terre. Ça s'est joué au XVe siècle. Ils ont
tout vendu, et à partir de là, tout était privé, d'accord? Et après, ben voilà, c'est ce que Serge expliquait, les viticulteurs rendent leur terre, à cause de la retraite, etc. Et le mécanisme qui existe dans tous les l'Hérault, c'est produit chez nous. Et ça s'est urbanisé comme ça. Il faut trouver le propriétaire capable de vendre à un prix, voilà, 1 euro le mètre carré. Hein. Or, ils pensent tous être... ils attendent tous que ça soit urbanisé. Si vous faites un PAEN, vous commencez à discuter avec les propriétaires en leur disant « Oui, ce sera peut-être urbanisé, mais dans 1 siècle. » Donc l'horizon temporel que vous lui donnez est tellement loin qu'il est au-delà de ses petits-enfants. Donc il se dit, après tout, autant faire vivre la terre. Donc ce dialogue avec les propriétaires de terre pour leur dire, à partir de cette action de gel de la terre, d'aménagement, de faire qu'on pourrait le faire, donc ce qui fait que l'un de ces propriétaires a accepté de nous vendre la terre et qu'on se bat depuis pour obtenir les moyens qui nous permettent de faire que cette terre, bon, on a un projet qui est précis et notre objectif c'est de faire que dès ce printemps, on puisse installer un porteur de projet qui est déjà défini. On a le soutien de la métropole à ce sujet. Mais bon, pour revenir sur mon introduction, tout ça est bien, mais comment dire, j'ai le sentiment de faire des pas de fourmi alors qu'il faudrait quand même peut-être passer à la vitesse supérieure. Voilà. La station du sud de Montpellier, voilà, avec le doublement de la Neuve, etc. Et le conservatoire des espaces naturels dispose de sommes considérables, donc il se demande ce qu'il peut faire. Donc je dis ça aux jeunes représentants des communes. Allez-y, il y a un guichet, pour une fois qu'il y en a un d'ouvert. Voilà, donc grâce à ça, nous avons pu racheter des zones pour faire des aménagements, de lutte contre l'inondation, de revitalisation des sols, etc. Mais bon, il y a un vrai problème, parce que on est en train de nous dire, ben là on peut artificialiser, puisque vous aurez des mesures de compensation. Mais ces mesures de compensation consistent à acheter des terres, voilà, pour les préserver dans l'espace naturel, donc c'est un outil utile, mais ça ne fait pas diminuer l'artificialisation. Ça l'accompagne. Merci. Comme vous avez pu le constater, le débat de ces 2 tables rondes, et en particulier de cette seconde table ronde, a permis d'élargir énormément les questions, en fait des questions qui sont cristallisées par ce projet. L'émergence de ce projet, ça a permis à beaucoup de gens finalement de prendre conscience qu'il y avait des questions liées à la fois à l'urbanisme commercial et liées aussi de manière à des questions complexes liées au monde agricole, et le débat de ce soir l'a montré. Donc j'ai envie de dire merci à ce projet, mais j'ai quand même envie de dire, pourvu qu'il ne se passe jamais. Et là, on compte beaucoup sur la mobilisation de tous, parce que notre collectif, depuis 2 ans et demi, bon, bah, on travaille, on se bat, on fait des actions juridiques. Vous pouvez voir sur les panneaux, on a réfléchi par exemple sur des magasins comme Otera, qui essaye de s'installer, enfin qui projette de s'installer. En quoi est-ce que c'est des magasins très trompeurs et finalement assez dangereux, parce qu'ils peuvent facilement séduire des gens. Voilà, donc on a besoin toujours d'une mobilisation encore plus forte. Dans le samedi matin, probablement le premier samedi de chaque mois, on se réunit en bordure du site avec une banderole et on est là debout pendant 1 heure en montrant notre banderole. On dit rien, on fait rien, mais les gens qui passent nous voient.